qu'on vous présente que oui, c'est du commerce international, c'est aussi stratégie, puis c'est aussi marketing. Donc, ça va aller rejoindre plusieurs de vos cas probablement. Il y a toujours une partie un petit peu de finance avec le budget et tout. C'est un cas qu'on a pitché comme pratique, donc on fait plusieurs cas tout au long de la session. Chaque jeudi, matin, on réservait pour pitcher un cas. Donc, c'est un de ces cas-là qu'on a rafraîchi un petit peu la mémoire pour vous le présenter. On va faire vraiment des cas formels. En fond, c'était 24 minutes et non 20. Je ne sais pas si on va être pile dans les temps, on va essayer. Puis, on va vraiment faire le pitch au complet. Vous avez vraiment une idée de c'est quoi un pitch pour que vous ne perdiez pas le fil conducteur. Puis, à la fin, on va passer très rapidement sur quelques diapositives, des éléments qu'on considère vraiment importants de vous mentionner à ce moment-là. Puis, si jamais vous avez des questions par la suite aussi, jamais ou pas, on est là pour ça. Donc, voilà, on va faire vraiment l'entrée officielle comme vous aurez à faire à la compétition, la suite officielle, la période de questions et tout. Donc, ça vous donne un petit flash de qu'est-ce que va être la compétition RMS pour vous dans un jour, dans un mois environ. Oui, rapidement, le cas qu'on vous présente, c'est Groupe Alliance Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous avez lu le cas. Qui le lit à main levée? Qui l'a lu, oui. Juste pour voir si on fait un gros intro, une petite intro. Toi, tu l'as lu. Ok, je vais faire un gros intro. Groupe Alliance Saint-Laurent, en fait, c'est une entreprise qui fait des cercueils. Donc, des cercueils bas de gamme, milieu de gamme. C'est une entreprise québécoise qui est basée à Saint-Just-du-Lac. C'est où Saint-Just-du-Lac? C'est à 50 km du Nouveau-Brunswick. C'est comme un petit peu proche de la frontière. En ce moment, ils ont deux usines, une à Saint-Just-du-Lac et une au Nouveau-Brunswick, qui font la production majoritairement pour desservir le Canada et le nord-est des États-Unis. Et le mandat qu'on nous propose, c'est de faire une expansion aux États-Unis et d'assurer un plan marketing pour permettre les ventes aux États-Unis. Donc, c'est ça. Comment on a fait un contexte? Parfait. Il est souvent difficile de commercialiser des biens qui sont populaires ou encore qui sont essentiels à la vie de tous les jours. On peut penser ici au iPad, on peut penser même à la nourriture. Mais que dire dans un cas quand on est une entreprise qui fabrique des cercueils? Pas évident comme tâche, n'est-ce pas? Ce qu'on fait aujourd'hui à AWF Consultation, c'est de vous montrer une stratégie qui va faire en sorte que vos ventes vont expansionner aux États-Unis. Mon équipe, Anne-Sophie Fournier, Anne-Sophie Goulet et moi-même, Fabien Cotte. Donc, dans un premier temps, l'agenda d'aujourd'hui, on va regarder le mandat que vous nous avez donné. On va regarder aussi l'analyse de votre entreprise. Donc, quels sont les points forts et les points améliorés sur lesquels on va travailler. Et l'environnement externe également dans lequel vous venez. On va vous présenter la stratégie qu'on aura choisie pour vous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va l'implanter? Et à la toute fin, on va faire un bref retour sur le mandat. Donc, la stratégie, c'est d'assurer évidemment l'expansion aux États-Unis sur une période de 5 ans. Et pourquoi sur 5 ans? Parce que vous verrez que dans la stratégie qu'on va vous proposer aujourd'hui, il y a des étapes, des procédés qui ne sont pas toujours faciles à appliquer et qui prennent du temps, et c'est pour ça qu'on veut bien le faire et qu'on a décidé de choisir une période de 5 ans. Les deux sous-objectifs du mandat seront aujourd'hui de démontrer un diagnostic stratégique de l'entreprise et également de faire un plan marketing pour l'expansion des États-Unis. Avant de vous présenter la stratégie qu'on a on considérait important de faire une analyse interne de votre entreprise. Donc, au niveau de vos forces, vous avez une bonne santé financière, vous avez une politique de prix qui est différente de la concurrence, donc en mettant davantage sur le bas de gamme. Vous avez une grande expérience de direction, un board de directeur qui est très complet, très expérimenté. Et vous avez un appui de la population, vous êtes une entreprise québécoise de
de montrer en quoi ce serait néfaste pour votre entreprise. Et votre rentabilité est basée beaucoup sur la distance. Donc, plus les cercueils doivent être trouvés loin, moins c'est rentable pour votre entreprise. Donc, c'est un enjeu qui est assez important à ce niveau-là, puis on va vous montrer une façon de bien pallier avec ça. Et au niveau RH, vous avez un document qui est difficile à faire, c'est des postes qui sont difficiles à combler, c'est des postes d'usine, donc avec des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles, les chiffres peuvent être de nuit. Donc, on va aussi trouver une solution à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'environnement externe, donc, tout d'abord, il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous. La hausse des décès et du vieillissement de la population en Amérique du Nord. Normalement, on ne voit pas ça comme une opportunité, mais quand on est dans la vente de cercueils en soi, quand les gens décèdent, il faut faire la vente de cercueils. Il y a aussi la population ethnique qui est en croissance et on va tirer profit de cette population-là en offrant une fonctionnalité adaptée. Ensuite, le sud-ouest de la population aux États-Unis représente 80% de la croissance. Donc, ça va amener une population qui est plus vieillissante dans le sud-ouest et les États-Unis d'ailleurs. Et le nord-est a un taux d'inhumation qui est supérieur à la moyenne nationale. Donc, ils utilisent davantage les cercueils. Donc, un bassin qui dépend des croissances à ce niveau. Pour ce qui est des défis qui nous entourent, il y a l'augmentation de la crémation, justement. Donc, il y a des gens qui se font incinérer au lieu de se faire enterrer. Et donc, c'est difficile de répondre à ce moment-là. Il y a une concurrence qui est importante dans le domaine. Il y a plusieurs entreprises qui offrent des cercueils. Et la menace chinoise, c'est des gens qui font la sous-traitance de cercueils, qui diminuent ainsi leur coût de production de façon importante. Donc, on va aussi voir comment vous pourriez tirer votre épingle du jeu de ce côté-là. Donc, notre stratégie, en fait, est majoritairement en deux temps. Tout d'abord, point de vue diagnostic de l'entreprise, on propose une restructuration d'usine, donc de faire la fermeture d'une usine et l'agrandissement de l'usine au Québec. Ensuite, on propose de faire de la sous-traitance au Mexique afin de desservir le sud-ouest des États-Unis, donc aller faire la production au Mexique pour le territoire de la Californie majoritairement. Et enfin, on vous propose de faire un marketing pour assurer ces deux stratégies-là autant au nord-est qu'au sud-ouest. Donc, la situation actuelle, pourquoi on a choisi de faire une restructuration? Vous avez ici deux usines, une au Nouveau-Brunswick, une au Québec. Vous voyez les capacités utilisées et celles qui sont maximales. Notez ici que l'usine du Nouveau-Brunswick, vous êtes locataire, donc elle ne vous appartient pas et vous payez un logement si on veut, pour l'usine. Et au Québec, vous en êtes propriétaire, mais elle n'est pas utilisée à pleine capacité. Elle pourrait aller jusqu'à 50 000 cercueils produits, alors que vous êtes de 25 à 30 000. Si on effectue certains changements, certains agrandissements. Donc, pour voir un peu visuellement, l'usine de Québec est à Saint-Just-du-Lac, l'autre usine est au Nouveau-Brunswick. C'est seulement 50 km qui les séparent. Donc, on ne voit pas davantage stratégique que d'avoir deux usines si près l'une de l'autre. Pourquoi? Si vous mettez toute la production dans une seule usine, à ce moment-là, vous allez limiter vos coûts fixes de façon importante, vous avez une meilleure symbiose des services. Donc, comme il n'y a pas de grande distance entre les deux, on considère que c'est peut-être un avantage important que de localiser toute la production dans un même endroit, soit l'usine du Québec, puisque vous en êtes déjà propriétaire et qu'elle a une capacité maximale qui est plus grande. Donc, vous allez pouvoir soutenir la production actuelle et ne pas perdre de clients. Donc, les objectifs de notre restructuration, vous a présenté certains défis qui se présentent à vous, comme le marché américain qui est instable, une forte progression de la crémation et une concurrence qui est forte. Tout ça, ça amène une certaine guerre des prix, si on veut, et on vous invite donc à diminuer vos coûts de production pour être capable de faire face à toutes ces menaces qui pèsent sur vous. Donc, ça va à la fois permettre une meilleure rentabilité de votre entreprise. Comment est-ce qu'on va faire pour restructurer l'entreprise actuelle du groupe Alliance Saint-Laurent? Dans un premier temps, comme vous voyez ici, on va procéder à un agrandissement de la section Québec et on va faire une fermeture progressive de la section Alliance au Nouveau-Brunswick. Et je vous rappelle que c'était sur une période de 5 ans comme on l'a présenté en début de mandat. Donc, les changements qu'on va apporter en lien avec cet agrandissement-là à Saint-Laurent, dans un premier temps, comme on le présente dans le cas, on va ajouter la chambre de peinture. On va ajouter également un troisième corps de travail pour améliorer la production dans cette entreprise, dans cette section-là. Et on voit aussi que dans les régions actuellement, il y a un problème de recrutement. Donc, la main-d'œuvre est difficile à aller chercher, la grande ville est loin, donc on a de la misère à produire certaines sections, si on veut, là, des cercueils. Donc, on va procéder à l'automatisation de certains procédés. Et on a posé comme hypothèse que ces changements-là auront des coûts d'environ 2 à 3 millions de dollars. Maintenant qu'on a abordé la section au Québec, on va s'attarder maintenant à la section au Nouveau-Brunswick. Donc, on va procéder à la fermeture
de cette entreprise-là, de cette section-là, pardon, graduellement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rentabiliser les distances, parce que comme ma collègue vous l'a présenté, on est environ à 50 km, donc ce qui n'est pas très très loin. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éviter de devoir passer 2 fois aux douanes par 2 usines qui sont très près l'une de l'autre actuellement. Qu'est-ce que ça va apporter également? C'est une économie au niveau des coûts de location. La moyenne provinciale se situe environ à 8 $ le pied carré actuellement au Nouveau-Brunswick. Et si on pose comme hypothèse que l'espace qui est occupé actuel est de 10 000 pieds carrés, eh bien, on a une économie de 80 000 pieds carrés. Mais on suppose que l'entreprise est beaucoup plus grosse que ça au Nouveau-Brunswick, parce que 10 000 pieds carrés pour une usine, c'est pas ce qu'il y a de plus gros. Avec la fermeture d'Alliance, on va effectuer aussi une symbiose des 2 entreprises. Donc, il y a certains départements qui travaillent actuellement en double. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut les mettre ensemble pour couper encore dans les coûts et vraiment centraliser plus le processus de gestion. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, ça, fermer l'entreprise? C'est sûr que c'est une décision qui est difficile, qui n'est pas toujours facile de le faire accepter aux employés de la population autour, qui est très sensible justement là, au mouvement de main-d'œuvre. Donc, on a calculé qu'environ 82 employés qu'on devra transférer soit à l'usine de Saint-Laurent ou mettre à pied encore. Comment est-ce qu'on est arrivé à 82 employés? Dans le cas actuellement, on parle de 144 employés au total dans l'entreprise. On n'avait pas les chiffres, c'était quoi la répartition dans chaque usine. Donc, on a fait une règle de 3. On a pris l'espace qui est occupé dans chaque entreprise et on l'a multiplié par 147 employés pour voir à peu près qu'est-ce qu'on allait transférer. Bien entendu, un impact majeur, comme je l'ai mentionné, la pression sociale. La population ne sera pas contente parce qu'on va mettre des gens qui habitent en région à la porte. Il y aura les coûts d'agrandissement de Saint-Laurent, évidemment, et l'automatisation et l'assignation des tâches qui devraient être revues à l'usine au Québec. Maintenant qu'on a vu c'est quoi les impacts, comment est-ce qu'on va gérer ces impacts-là? Premièrement, on va transférer certains employés qui voudront bien, parce qu'on s'entend pour dire que 50 km, vous en connaissez probablement des gens qui le font à tous les matins pour se rendre au travail. Donc, probablement qu'il y a certains employés qui vont accepter de faire ce chemin-là pour se rendre au travail et pas perdre leur emploi. Ça va être important d'amener des bonnes relations publiques, donc vraiment d'apporter graduellement ce changement-là, d'expliquer à la population pourquoi est-ce qu'on procède à ce changement-là et comment est-ce qu'on va les accompagner et qu'on ne les laissera pas tomber dans tout ce procédé-là. Pour ceux qui ne voudront pas, parce qu'il y en aura transféré, on va assurer des primes de départ et également, au niveau des ressources humaines, un accompagnement pour que ces gens-là puissent se retrouver du travail dans la mesure du possible dans leur région. Donc, vraiment garder en tête que c'est un processus par étape qui est étalé au niveau de l'investissement en machinerie qu'on va faire au Québec et également l'investissement en main-d'œuvre qu'on devra transférer dans la province. Donc, vous avez ici un bref portrait qu'on a présenté en partie là, en début de présentation. Vous avez la capacité utilisée moyenne actuelle, la capacité maximale de chaque usine, et on voit que suite à la restructuration, au Québec, la capacité utilisée sera de 50 000 cercueils et la même, dans le fond, pour la capacité maximale. Ce qui engendrera un déficit actuel de 20 000 cercueils par année parce qu'on va progressivement fermer l'usine au Nouveau-Brunswick. Évidemment, on ne peut pas diminuer le bassin de clientèle que vous avez actuellement. Donc, ces 20 000 cercueils-là, on veut réussir à les produire ailleurs. Donc, il y a une autre partie qui vont pouvoir être produites à l'usine Saint-Laurent par l'agrandissement qu'on va proposer. Donc, graduellement, en fermant l'usine, on va graduellement augmenter la surface de l'usine de Saint-Laurent afin de pouvoir produire ces cercueils-là. Aussi, on vous a parlé d'une expansion au sud-ouest des États-Unis, majoritairement en Californie. Vous avez donc besoin d'usines pour produire ces cercueils-là qu'on vendrait au sud-ouest. Comme on sait que la fermeture d'une usine, l'agrandissement d'une autre usine, c'est des étapes qui sont importantes, qui prennent du temps à la bonne direction, on a pensé à la sous-traitance pour la production de l'expansion dans le fond de base. Donc la sous-traitance, on la fait au Mexique, à la fois pour la rentabilité, donc les coûts sont moins élevés, et la proximité avec la Californie. Donc juste visuellement comme ça, on voit que la Californie est très près de la frontière mexicaine. Et comme la rentabilité est vraiment basée sur les distances, on propose ici d'essayer de limiter par cette sous-traitance-là au Mexique. Pourquoi le Mexique? Donc, on vous a parlé d'une menace de sous-traitance asiatique qui ont des prix
Et donc, c'est eux qui gèrent la production, qui gèrent les ressources humaines et tout. Donc, votre défi à faire à ce niveau-là, c'est d'établir des bonnes relations d'affaires avec la direction mexicaine pour s'assurer que la production soit de qualité, que ce soit à votre coût, faire des visites pour assurer un certain suivi. Mais sinon, vous n'avez pas d'ouverture d'usine à faire, une implication qui serait pas importante par rapport au personnel que vous avez actuellement pour effectuer la production. Pourquoi la Californie? On veut à la fois s'éloigner de la concurrence et tirer profit du bassin de population vieillissante qui est en augmentation en Californie. Donc, on va aller chercher un nouveau segment qui est moins exploité et qui est en croissance. C'est vraiment avantageux pour votre entreprise. Donc, on va se présenter tout d'abord notre stratégie en deux parties. Premièrement, la fermeture de l'usine, qui engendre aussi un agrandissement de l'usine au Québec. Et enfin, la sous-traitance au Mexique afin d'aller approvisionner la Californie. Donc, maintenant qu'on a comment la production va se dérouler, comment la logistique va s'effectuer, on a développé pour vous un plan marketing afin d'aller rejoindre votre clientèle et s'assurer que ces accueils-là se font. Comme vient de dire ma collègue, un des enjeux était de monter le plan marketing. Maintenant, c'est de voir pourquoi en fait il faut monter ce plan marketing-là, quel but il a. Premièrement, on a deux objectifs avec ce plan-là. On veut augmenter la visibilité de votre entreprise aux États-Unis. Deuxièmement, on veut augmenter la notoriété. Comment on va faire ça? On a trois tactiques. Premièrement, on veut développer un partenariat aux États-Unis. Ensuite, on veut avoir des présences dans les trade shows, puisqu'on sait que c'est là vraiment que le point des distributeurs et de tous les contacts, c'est là que vous allez pouvoir les faire. Et finalement, avoir une visibilité sur Internet. Comment on va faire? Ça va être la mise en œuvre, donc avec un partenariat avec la CFSA, qu'on va vous parler un peu plus tard, mais c'est vraiment l'association qui va regrouper tous les partenaires du monde funéraire aux États-Unis. Donc, un joueur clé. Et donc, on va continuer avec des contrôles des résultats. Un bon plan marketing, vraiment, il va venir rejoindre la bonne clientèle. On va assurer une augmentation des ventes avec ce plan-là. C'est pourquoi c'est une étape cruciale dans ce plan. Premièrement, la première étape, qui est la clientèle. On sait qu'il y a des nouvelles ressources en fait pour ce qui est de deuil. Donc, on a l'incinération qui est en augmentation. Toutefois, l'inhumation, excusez-moi, en fait, représente 1 473 000 personnes qui choisissent encore ce procédé-là. Et finalement, avec l'incinération, on utilise encore les cercueils et ça représente 127 000 personnes qui le choisissent. On voit ici donc que les cercueils sont encore utilisés à 63% des décès qui utilisent des cercueils. Donc, c'est un pourcentage qui est assez élevé, donc on a une clientèle. Qui est notre clientèle? On sait que ce n'est pas les personnes vraiment qui décèdent qui vont s'occuper des arrangements funéraires. C'est les familles, en fait, des personnes âgées ou des personnes qui vont décéder, qui s'occupent de ça. C'est une clientèle qui est en deuil et souvent une famille qui est unie. C'est pourquoi c'est important d'adapter en fait le marketing à cette situation-là. C'est important de les comprendre, de venir voir qu'est-ce qu'ils recherchent lorsqu'ils choisissent en fait leurs arrangements funéraires et finalement pour choisir leur cercueil. Donc c'est là-dessus qu'on va se baser pour vous montrer le marketing. Donc on va commencer en fait, c'est important de dire que le marketing va devoir être utilisé en deux parties. On a deux clientèles. On a la clientèle du nord-est et finalement la clientèle du sud-ouest. C'est pas le même genre de clientèle, ils n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. C'est pourquoi ça va être important vraiment d'adapter à ce type de clientèle-là. On va commencer avec la clientèle du nord-est, qui est une clientèle qui est similaire en fait au marché canadien. On a également présenté qu'il y avait une population vieillissante dans ce point-là, donc oui, il y a un marché pour vous. Et finalement, c'est une clientèle qui cherche des arrangements un peu moins traditionnels. On n'est pas obligé de rester vraiment dans le cercueil classique, on pourrait dire neutre. On peut chercher un peu plus d'excentricité tout en gardant l'optique qu'on est dans un deuil. Donc, on va faire des partenariats avec les salons funéraires, puisque finalement, le client, lorsqu'il veut acheter un cercueil, il ne va pas venir directement acheter le cercueil à l'entreprise, il va faire affaire avec des salons funéraires. Eux peuvent proposer en fait un produit. Donc, c'est eux qui vont venir cibler, qui vont venir créer des partenariats. Ça va décider également lesquels sont les plus utilisés et lesquels ont la confiance du client. Puisqu'on va voir en fait, c'est que 61% de la clientèle va choisir son salon funéraire selon s'ils ont déjà fait affaire avec eux. Ici, le critère de confiance est extrêmement important, puisque c'est le critère que les gens recherchent le plus en fait. S'ils n'ont pas confiance en votre salon, ils ne font pas affaire avec vous. C'est pourquoi choisir le salon funéraire, ça va être important de faire les bonnes recherches, puis de s'assurer que le salon funéraire a une bonne notoriété finalement sur le marché. Ensuite, pourquoi les salons accepteraient de faire affaire avec vous en fait? Puisqu'on va leur amener premièrement une valeur ajoutée pour tout ce qui est en fait du prix. On a des cercueils qui sont à bas prix, de bas de gamme, de milieu de gamme. Toutefois, on utilise des produits qui sont de qualité. On est capable de quand même de garder ces prix-là bas
Ensuite, un autre objectif du plan marketing, ça va être de se faire connaître aux États-Unis. Comment on va faire ça? Premièrement, avec les trade shows. Donc, on va utiliser tous les trade shows qui est de cercueil et également de matériel funéraire. Puis, pour aller cibler ces trade shows-là, finalement, ça va être de miser sur notre partenariat avec la CFSA, comme on a parlé, qui était vraiment l'association qui regroupe tous les membres justement du monde funéraire aux États-Unis. C'est eux qui vont connaître justement les dates des trade shows, qui vont pouvoir vous indiquer un peu plus vers qui vous tourner pour aller trouver les bons distributeurs, les bons salons funéraires. C'est un partenaire vraiment ne pas négliger. Comment on va faire? Ça va être d'avoir un membership. En fait, l'association, ça fonctionne un peu comme toutes les associations, on paye un certain montant, puis vous avez votre membership, vous pouvez avoir accès à tous les services que l'association offre. Ça va augmenter la visibilité de l'entreprise sur le marché américain et on va donc se faire connaître des distributeurs qui sont sur le marché et également gagner en crédibilité puisque c'est une association qui est déjà très connue et qui a déjà beaucoup de contacts dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment, on va mettre de l'avant l'importance du facteur confiance pour la clientèle. Ensuite, pour ce qui est de la clientèle de la Californie, on sait que 44,2% c'est une clientèle blanc non hispanique, mais que 35% du marché sont des hispaniques. Ici, on a un marché non négligeable. Il faut savoir qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes rituels que les Nord-Américains. Donc, c'est important vraiment de venir s'adapter à cette clientèle-là. Ils sont dans le ils sont plus traditionnels, ils sont moins excentriques. C'est pourquoi il faut vraiment adapter notre marketing et pas nécessairement offrir les mêmes services que dans le Nord. La même technique que dans le Nord, en fait, pour ce qui est de se faire connaître, c'est encore avec la CFSA, puisqu'elle est également présente dans le sud des États-Unis, encore avec les trade shows. La seule chose, c'est qu'on va y aller avec un marketing ethnique. Donc, vraiment ciblé sur la population hispanique, donc inclus ça au Nord. Également, pour tout ce qui est de la visibilité sur Internet, ça va être de venir offrir nos services en espagnol, puisque la plupart, en fait, même s'ils sont en Californie, continuent à parler leur langue natale, donc c'est important de s'adapter à ça. Maintenant qu'on vous a glissé, qu'on vous a expliqué finalement notre stratégie, comment est-ce qu'on va l'implanter? Dans un premier temps, toute bonne stratégie a des coûts. On a regardé un peu les chiffres pendant la présentation, mais ici vous avez un résumé. On voit que cette stratégie-là aura des coûts d'environ 6 millions de dollars. Et le plus grand investissement, vous ne serez pas surpris qu'il s'agit vraiment au niveau de l'agrandissement de l'usine Saint-Laurent et de la restructuration interne suite à la fermeture de la section nouveaux produits. Aussi, au niveau de la gestion des ressources humaines, vous voyez là 1,5 million. C'est vraiment important de ne pas oublier cette partie-là pour vraiment ne pas créer d'insatisfaction et une mauvaise notoriété à l'entreprise. C'est vraiment un sujet sensible de mettre les gens à la porte, de fermer une entreprise. Donc, il faut vraiment prévoir des investissements importants pour cette partie-là. Si toutefois ces chiffres-là vous semblent peut-être erronés ou pas tout à fait exacts comme vous l'auriez pensé, vous avez ici à votre droite, en pourcentage, l'apport qu'on considère que vous devriez apporter pour chaque élément du budget. Bien entendu, en expansionnant aux États-Unis, vous aurez une augmentation des ventes de cercueils et également la productivité des usines qui va être améliorée avec la coupure des coûts qu'on va avoir fait suite à la restructuration. L'échéancier, comme on l'a dit dans le mandat, sur une période de 5 ans. Alors, le mot d'ordre, c'est vraiment prendre son temps. Ne pas négliger aucune étape et de vraiment y aller graduellement dans tout ce qui est surtout de l'agrandissement et de la restructuration. Et une fois que ça va être fait, vous allez procéder à la deuxième année à la fermeture de l'entreprise et pénétrer tranquillement le marché américain. Donc, évidemment, la stratégie a certains risques qui se présentent à nous. Donc, tout d'abord, la fermeture d'une usine peut entraîner la satisfaction. C'est pourquoi on a misé sur les coûts de départ, sur les relations publiques et aussi sur le transfert d'employés vers l'usine du Québec pour minimiser les impacts. Vous avez ici d'autres risques qu'on peut élaborer davantage en période de questions, si jamais vous voulez qu'on les vienne. Et aussi, les mesures de contrôle. Donc, pour mesurer le succès de votre stratégie, ça va être important de faire un suivi. Donc, on parle aussi mensuellement d'aller voir le nombre de commandes qui sont passées au Mexique. Donc, qui viennent un peu nous donner un reflet des demandes en Californie. Aussi, le suivi des demandes de cercueils personnalisés, parce que c'est un service qui est beaucoup utilisé, parce qu'on a besoin d'engager
subvenir, et l'augmentation générale des ventes aux États-Unis, puisque c'était le point clé de votre mandat que de faire cette expansion-là. Donc, non seulement aller prendre le coup, voir comment la stratégie fonctionne, pouvoir ajuster aux besoins. Donc, vous aviez donné un mandat qui était d'assurer l'expansion aux États-Unis de Groupe Alliance Saint-Laurent sur une période de 5 ans, avec 2 objectifs spécifiques, soit de faire un diagnostic stratégique de l'entreprise, donc aller essayer d'améliorer un petit peu la production, la logistique, et de faire un plan marketing pour vous permettre de faire la vente de ces circuits-là aux États-Unis et que ce soit efficace. Donc, on vous a proposé une stratégie avec une restructuration d'usine, un agrandissement et la sous-traitance au Mexique. Et nous sommes convaincus que nous sommes à de consultation d'équipe qu'il vous faut pour mener à bien ce projet. Donc, si nous voulions les potentiels de questions. Actuellement, le mandat, c'était vraiment d'acheter une chambre de peinture, d'acheter un troisième corps de travail, d'agrandir l'usine pour qu'elle atteigne sa capacité actuelle. Mais il n'y a rien qui dit qu'on ne pourra pas agrandir encore plus l'usine et qu'on n'aura pas l'espace convenable pour le faire. Donc, c'est sûr que c'est une proposition sur la personnalisation quand on des cercueils pour vraiment venir aider à pallier au problème de l'augmentation des incinérations pour encourager les gens qui veulent encore utiliser les cercueils. Donc, on veut. C'est quelque chose qui est à long terme. C'est pas le cœur de la stratégie, mais c'est un élément un sujet important à instaurer éventuellement dans notre entreprise. À la fin d'un élément nouveau, donc ça n'a jamais paru. Donc, de faire une stratégie en place, ça nous
considérait qu'on mettait à la porte 82 employés, qu'on avait fait une règle de 3. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que dans les cas que vous allez avoir, ça ne va pas toujours être indiqué il y a combien d'employés. Puis nous, comme on a apporté comme stratégie qu'on allait fermer l'entreprise, il fallait vraiment évaluer l'impact de OK, on ferme, mais on met combien de personnes à la porte. Puis c'est sûr que plus vous êtes capable de chiffrer, même si c'est une hypothèse, plus votre argumentation est solide. Fait que, comme j'ai expliqué, on a vraiment pris la surface de chaque entreprise. On les a additionnés ensemble, on a fait une règle de 3 parce qu'on avait le total des employés qu'on n'avait pas pour chaque entreprise. Et je pense que ça apporte un poids, un plus à votre présentation. Dans le fond, les gens d'affaires chiffrent beaucoup. Ils veulent savoir combien ça leur coûte, combien ça va leur apporter, c'est quoi les impacts. Donc, quand les chiffres, vous les arrivent pas, si vous posez une hypothèse, ils n'ont plus rien à dire. Vous avez fait une hypothèse, vous n'aviez pas les chiffres, ils ne peuvent pas argumenter contre ça. Si vous n'avez pas fait d'hypothèse, vous n'avez probablement pas pensé durant votre résolution. En période de questions, c'est pratiquement certains qui vont vous demander combien ça va coûter, combien ça rapporte, quel impact ça va avoir. Si vous n'avez pas pensé là de sortir des chiffres sur le moment, c'est sûr que les chiffres vont être erronés, ça ne fera pas vraiment de sens. Si vous avez pris le temps de penser, ils vous poseront pas de questions. Donc, c'est avantageux. Mais par exemple, si jamais vous oubliez de le faire dans le réseau, puis que vous avez la question, inventez pas n'importe quoi. Vous êtes mieux de dire, on n'avait pas les chiffres, on ne s'est pas attardé à ça, mais vous pouvez dire peut-être la logique que vous auriez utilisée, mais non, pas les chiffres. Autre chose, quand vous faites une stratégie, on aurait pu juste vous dire, par exemple, on ferme une usine. Fermer une usine, ça a des grandes implications. Il y a plusieurs gros mouvements de ça. Si on fait une expansion, ça a des grandes implications au niveau logistique. Pensez beaucoup à l'implantation. Les idées des dirigeants, souvent, ils les ont eues. Ce qui est difficile, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre on le fait, qu'est-ce que je fais demain matin. Donc, si vous avez une slide qui vous indique les impacts de votre stratégie, puis comment gérer, c'est une valeur ajoutée vraiment pour les personnes qui sont devant vous. Même chose à ce moment-là, à la fin, quand on parle de. Gestion de risque, je pense. Oui, gestion de risque, il y a des risques à la stratégie, puis il faut les pallier aussi. Donc ça, c'est comme la partie gestion du changement. Ça, c'était chiffré, ça va. Ici, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, la Sophie, elle s'est avancée, elle a fait vraiment un résumé de tout ce qui a été dit depuis le début. On appelle ça un peu le star moment. On peut faire avec, on l'a fait ici avec le titre de ce qui s'en venait, mais vous pouvez juste mettre une slide en noir. Puis là, ça va venir ressaisir le jury. Parce que des fois, quand on donne beaucoup d'informations, le jury, parce que vous voyez, vous l'avez perdu, il n'écoute plus vraiment. Mais de le mettre en noir, ça va les ressaisir, ils vont vous écouter, vous allez reprendre leur attention. Vous allez remettre les faits de ce qui s'est dit, puis là, ils vont être vraiment prêts à vous écouter pour qu'ils s'en viennent. Finalement, ça permet juste de prendre une petite pause dans votre présentation, puis de s'assurer que le jury est là. C'est important de répéter l'information. Vous, l'information, vous la savez, vous venez travailler dessus pendant 3 heures. Eux, il y en a qui n'ont pas lu le code, on a remis à moitié, ils savent à peu près de quoi vous avez parlé. Si vous avez l'impression que c'est comme 2 fois que vous répétiez, bien, tant mieux, parce que ça se peut qu'il n'y ait pas compris l'information dès la première fois. Répétez pas 20 fois non plus. Cherchez pas du combien avec la répétition, mais de se répéter un peu, c'est bien. Si vous avez un plan marketing, pensez à cibler la clientèle de départ. Si vous allez chercher 2 territoires qui sont différents, les clientèles restent différentes. Ben, au niveau du budget, nous, avant, quand on a commencé les pratiques, on mettait juste les chiffres. Puis, c'est ça. Puis, ce qui est difficile en commerce international, c'est que souvent, les cas, il n'y a pas tant de chiffres, il n'y a pas tant de données. Fait, comment ça coûte de faire une usine? J'ai-tu quelqu'un ici dans le salle qui est ici? C'est toutes des hypothèses. Puis, ben, comme ma collègue le dit, si tu es capable de présenter une hypothèse, puis elle est bien justifiée que ça a de l'allure, ben, je pense que vous êtes gagnant auprès des jurys. C'est pour ça qu'on a mis aussi des pourcentages là, dans la session. Après, on a rajouté là, les pourcentages. Fait que ça aide un peu les jurys là, à voir la proportion de votre investissement. Mais faites attention aussi du cas que vous allez avoir. Là. Si vous avez un entrepreneur qui fait son chiffre d'affaires c'est 50 000, n'allez pas y mettre le budget à 1 million parce que ça passe pas. Vous avez fait dans la positive, juste en dessous, on a les sources de revenus. Ça coûte à pousser les jurys un peu des mètres. Parce qu'en fait, si on vous présente un budget qui coûte 6 millions, le fait de rappeler que dans le fond, la stratégie engendre des revenus supplémentaires et des ventes qui sont effectuées, des discussions de coûts
capable de mettre des chiffres. Il y a des gars qui nous les donnent pas. Si c'est capable d'en mettre, c'est encore mieux. Ouais. Ah, les chantiers, là. Est-ce que vous avez des questions sur les chantiers? On a pas fait rapidement un peu parce qu'on manque de temps. En fait, c'est vraiment juste de revenir mettre tous les éléments de la stratégie, puis vraiment de dire quand on va les faire, combien de temps ils vont durer. Finalement, ça répond à la question qu'est-ce que je fais demain matin? C'est quoi la première étape? C'est ça qu'ils veulent savoir. Donc, on va montrer justement sur les 5 ans, pour ce cas-là, quelle étape va à quel moment. Si vous avez le temps de faire la gestion des risques, faites-le. Mais si vous présentez un risque, vous y trouvez une solution. Si vous avez juste le temps de présenter des risques, présentez-les pas. Si vous présentez un risque, vous présentez comment le gérer, c'est super important. C'est bien si vous avez le temps de le faire, parce que c'est pas vrai que la stratégie n'engendre aucun risque. Toute stratégie a des risques, il y a des choses qui peuvent moins bien se passer et tout. Donc, si vous le présentez, vous montrez que vous allez penser à l'ensemble de la stratégie, vous savez comment ça peut se passer sur le terrain, c'est pas vrai que c'est statué dans le béton, que ça peut bouger. Donc, pensez aux solutions aussi, puis vous pouvez en présenter juste quelques-uns, il ne faut pas que ce soit majeur dans votre présentation. Mesure de contrôle, même chose. Pour faire un suivi de la stratégie, oui, votre stratégie, vous devez être convaincu qu'elle fonctionne. Vous avez ici, vous êtes en va à la guerre, donc on est sûr qu'elle fonctionne, mais il faut que la direction ait un moyen de s'assurer que ça a bien fonctionné comme il voulait. À ce moment-ci, ne dites jamais en pitch, c'est mon petit conseil, pour s'assurer que ça marche, pour s'assurer que ça fonctionne. Notre phrase clé, c'était pour mesurer le succès de notre stratégie. Donc, en soi, vous venez de poser que c'est un succès, puis vous dites comment vous allez vous assurer par étape, dans le fond, que ça va bien dérouler. Ça vous a l'air d'être plus confiant que si vous dites pour s'assurer que ça marche. Je vais tenter de présenter en soi votre stratégie de contrôle. Puis bon, la conclusion. Vous avez peut-être remarqué qu'on a monté un peu de temps. Il y a toujours l'état qui va être devant vous. Donc, pour vous, ça va être 10 minutes. 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Donc, vous avez la moitié de... C'est-tu 5? 10, 5. 10, 5, 3? Il y a 5 minutes. OK. Donc, vous allez avoir la moitié de votre présentation. Si vous y pensez en réseau, c'est bien de vous dire, OK, la moitié, on devrait être environ là. Donc, ça vous donne une idée, c'est dans vos slides un petit peu vous enligner. 5 minutes, vous avez encore le temps de parler un peu de stratégie. 3 minutes, si vous n'êtes pas rentré à budget, chantier, etc., c'est le temps. Puis, s'il vous reste 30 secondes pour la conclusion, ça se peut. Donc, vous pouvez faire une conclusion longue, telle que, bon, le mandat que vous allez venir, voici les objectifs, voici comment on y a répondu, etc. Vous pouvez faire une conclusion très très courte aussi. Si jamais vous manquez de temps, vous pouvez arriver et dire, donc, on va vous présenter une solution pour faciliter l'implantation aux États-Unis avec la sous-traitance et la restructuration d'usine. Nous sommes convaincus que nous sommes de consultation, l'équipe qu'il faut pour mener ce projet. Ça, c'était ma phrase clé. Donc, ayez une phrase clé, ayez votre phrase à vous, que si vous n'avez pas de temps, vous avez juste le temps de dire on est convaincu qu'on est la bonne équipe, voilà. Ciao, bye. Mais ne pas conclure, se faire couper en plein pitch, ça fait que vous n'allez pas bien gérer votre temps. Vous l'avez vu 30 secondes, finissez votre phrase, puis dites votre phrase clé. Si jamais vous manquez de temps, commencez pas à parler vraiment plus vite pour passer toutes les slides. Juste dire, parce que là, ça passe vraiment mal, puis là, ils viennent se rendre compte du manque de temps. Si tu fais juste dire, tu vois qu'il reste par exemple 2 minutes, tu n'es pas 3 minutes, tu n'es pas rendu au bon endroit de la présentation, tu dis de quoi tu allais parler. Si vous voulez, on va revenir en période de questions, puis passer à l'important, c'est pas grave, ça fait juste montrer que vous êtes en contrôle dans votre présentation. Puis aussi, ça oriente les questions. Parce que si le jury voulait vraiment savoir qu'est-ce qui était sur cette slide-là, ben, il va vous le demander la question. Ça permet aussi de savoir un peu les questions, d'être prêt là. Dans tout ce qui est budget, implantation, gestion des risques, mesures de contrôle, c'est nécessaire que vous ayez dans votre préparation, je ne sais pas. C'est nécessaire que ce soit là que vous ayez pensé. Mais si jamais vous n'avez pas le temps d'en parler, c'est pas plus grave. Dans le sens que c'est facile de poser des questions là-dessus par après. Vous avez souvent remarqué dans la présentation, j'ai même dit, comme voici les risques, j'en ai présenté 1 sur 4. Les autres, posez-moi des questions, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être sur l'expérience de pitch, ça peut être... Oui, pas juste pour ce cas-là, les compétitions, pitch. Ah oui, parce que c'était mon ancien pas branché. Ben, on peut vous l'expliquer, par exemple, parce que, en fait, ce cas-là n'amenait pas à faire un tableau de la sorte, mais il y a une stratégie qui est hyper efficace, en fait. Il y a une stratégie qui est hyper efficace pour venir prouver que votre stratégie est la meilleure. C'est, par exemple, vous avez un cas qui vous
dit qu'en fait, il vous oriente vers 3 stratégies possibles. Vous en choisissez une. Ou si ça orientera la stratégie, mais vous dites, oh, nous, on veut faire, comme c'est une fusion, on fait une fusion. Là, vous allez avoir un argumentaire dans votre présentation, pourquoi on fait une fusion. Ben, dès le début, on va essayer d'en montrer un, mais c'est de montrer un tableau qui va présenter toutes les stratégies possibles qui auraient pu être utilisées, de montrer des critères sur quoi se baser, en fait, pour choisir cette stratégie-là. Puis ensuite, vous devez montrer à l'aide de plus et de moins quelle stratégie, en fait, quelle stratégie est la meilleure pour l'entreprise. Là, c'est très visuel. Une matrice de décision. Oui, dans le fond, c'est de présenter les options, éliminer les autres, Les favoriser critères. celles que vous. Exact. Comme ça aussi, ça permet de bâcher les stratégies des compétiteurs. Parce que vous venez de leur dire que c'est pas bon les autres stratégies. Si quelqu'un essaie de le faire, ils vont avoir en tête, voyons, j'ai une stratégie, c'est pas bon. Finalement, ils vont dire, pourquoi les autres ont fait ça? Fait que finalement, c'est vraiment bon pour aussi là, montrer que toute la stratégie que vous allez présenter, c'est basé sur un argumentaire là, concret avec des critères. Ok, on peut lancer ça. Puis si jamais aussi, on peut montrer quoi? Parce que si jamais vous avez 2 stratégies que vous pouvez utiliser, ben, vous pouvez par exemple faire un X pour la stratégie que vous avez décidé de ne pas prendre, expliquer pourquoi vous ne l'avez pas pris, même si elle aurait pu être utilisée. Si vous avez la chance, dans le cas de la présentation, dans la présentation ou agenda, c'est vraiment pas le top. On l'a pas fait dans la présentation parce que le chemin est mort ou vers la lumière. C'est pas super! C'est un petit peu touché avec des cercueils de faire ça. Mais par exemple, on avait un cas où on présentait la bombe d'avion, tout ça. Donc, faire une embauche, puis positionner comme ça, c'est beaucoup plus dynamique que le jury qui vient de voir comment 12 fois avant vous, agenda. Ça, c'est un accès Internet qui a permis d'aller chercher l'image. L'image, oui, mais déjà, c'est moins. Si vous écrivez plan bol, déjà, ça fait. Vous voyez ici à gauche, il n'y a pas d'accès Internet, ça c'est fait à la main. La pièce, là, ça se fait. Peut-être un conseil, je ne sais pas si peut-être que c'est moi qui vous l'ont dit, mais quand vous faites vos réseaux, essayez de prendre les forces de chacun. Par exemple, nous, dans notre équipe, c'est toujours Anso qui fait PowerPoint, puis à force qu'on fait, elle est rendue vraiment efficace en PowerPoint, ça passait vite, elle savait exactement comment le faire. Si vous changez à chaque fois, il y en a pas un qui spécialise là-dedans, puis c'est plus long à chaque fois. Ah, ça, c'est le tableau qu'on présentait. Donc, c'est ça, c'est de montrer les options stratégiques qu'on avait, vendre, avoir un statu quo, une croissance rapide, une croissance lente. Là, les critères, en fait, ils ne me les donnent pas, c'est vous de réfléchir sur quels critères on peut se baser pour choisir la stratégie. Ensuite, comment on fonctionne, c'est les plus, c'est que c'est bon pour votre entreprise, les moins, c'est que c'est mauvais. En fait, ben, c'est logique, mais c'est pas ça. Et finalement, c'est ça. Donc là, on voit clairement que la stratégie utilisée, c'est la croissance lente. Une fois qu'on l'a mentionné, on l'encadre, donc c'est clair que tout le long de la présentation, c'est cette stratégie-là qu'on va utiliser. Aussi, quand on présente, encore une fois, nous, ce qu'on faisait, c'est toujours la même personne qui présentait les tableaux, c'est toujours nous qui le faisait, parce que finalement, on vient habituer à faire, puis ça devient toujours les mêmes phrases qu'on utilise, donc ça devient plus efficace. C'est vraiment de, peut-être expliquer le fonctionnement, c'est vraiment de venir bâcher la stratégie. Excusez mon bâcher, là, Ça fait trendy. ouais, c'est ça. C'est de venir vraiment éliminer la stratégie la plus près de celle qu'on utilise. Donc là, ça fait celle de vendre. C'est finalement dire que sur quels critères on passe, quels critères sont plus importants, quels sont moins importants. Donc, finalement, c'est important. Puis logiquement aussi, si vous voyez que tous les points positifs sont dans la vente, mais c'est écrit une phrase dans le texte que le propriétaire ne veut pas vendre, ben, Vous pouvez dire c'est ça, pas de ça a vendre l'air en attrayant. parce que ça pourrait. Mais un tableau comme ça, c'est un peu dangereux sur le tas. Si on part dans le détail d'expliquer chaque critère, il faut être efficace pour le présenter, pour ne pas aller dans le détail des 5 critères et des 4. Exactement. Ben, nous, on a eu du travail à faire à ce niveau-là. Ça peut être long de présenter ça. Parce qu'en tant que tel, vous ne direz jamais, OK, pour la colonne tout, vendre le plus. Parce que les gens sont capables de voir. Donc, c'est vraiment vous présenter les 4 options, les critères. Puis on voit bien que la croissance lente, c'est ce qu'il y a de plus rentable, blablabla. On pourrait croire que la vente, c'est attrayant, mais comme on sait que vous voulez assurer la pérennité de l'entreprise et avoir une relève, on considère que c'est une option totalement éliminée. Mais toutefois, il ne faut pas passer trop de temps, mais passez pas trop rapidement non plus ces critères parce que c'est la base argumentaire.
c'est pas les critères, ok, c'est ça mes critères, mais pourquoi c'est des bons critères pour moi. Fait que le plus pertinent, finalement, c'est d'expliquer les critères, puis ensuite, les colonnes qui sont pas importantes, là, avec les moins, parlez-en même pas, là, parlez juste des importantes rapidement, puis c'est pas plus de combien de temps on va faire là-dessus, déjà. Ouais, une minute peut-être. C'est juste ajouter aussi que les juges vont avoir tous vos PowerPoint dans les mains. Donc, si vous avez des tableaux comme ça d'affaires visuelles, ben, eux, ils vont pouvoir se référer à ça quand ils vont faire la délibération. C'est pas besoin non plus de passer 10 heures sur un PowerPoint plus long dans les mains. Vous avez, je sais que c'est pas la même question où on dit avec le temps, on sait que c'est ça notre intro, et on sait que vous n'avez pas la même préparation, peut-être que ce que nous on avait pour les jeux, qu'on avait des cours qui sont consacrés, mais si vous avez la chance de résoudre au moins un ou deux cas avant d'aller à la compé, ça peut être quelque chose d'assez bénéfique pour vous. Vous allez voir tout de suite qui est à l'aise d'introduire et qui l'est moins, puis continuer avec cette personne-là, puis vous expliquer sur les préférences de chacun. Je ne sais pas si on vous l'a dit, est-ce que quelqu'un veut faire une question plus tard dans les réseau? Bon, ben, dans l'ordre d'un réseau, vous avez sûrement dit, vous n'avez pas 3 heures de résolution qu'on avait là. Vous avez fait ça. Dans le fond, vous séparez les tâches, vous misez sur ce que les gens aiment faire, puis ils sont à l'aise de faire. Puis souvent, ensuite, c'est même pas une question, quand vous vous séparez qui dit quoi avant d'aller pitcher, ben, souvent, c'est sur quoi tu as travaillé, c'est sur quoi tu es plus à l'aise de parler, c'est la partie que tu aimes le plus aussi. Donc, ensuite, tu vas avoir des pitchers qui sont beaucoup plus dynamiques si tu parles de la partie sur laquelle tu as travaillé, qui t'intéresse. Une dernière chose, là, c'est une autre façon en fait, de faire un échéancier. On vous a présenté un échéancier avec les blocs là, pour montrer que c'était plus visuel en fait. Ça, c'est une autre façon. Nous, c'est pas la méthode qu'on a préférée. Il y a des gens qui aiment l'utiliser. Puis aller par ordre de priorité. Vraiment, c'est de dire à l'entreprise quelles sont les priorités. Par exemple, les priorités de la priorité vont 1, 2, 3. Puis combien de temps elle doit consacrer à cette tâche-là. C'est une autre façon de le présenter. Puis elle avec celui qui est plus à l'aise. L'autre est plus visuel, ça a plus d'impact quand on montre sur le PowerPoint, mais dans le fond, c'est un peu plus Donc, si vous avez encore des questions, soit en tant que participant, que bénévole ou encore pour vous inscrire à la compétition, on vous invite à consulter la page Facebook de la compétition Hermès ou encore le site internet, soit le compétitionhermès.com, et vous pouvez également écrire un courriel à l'adresse suivante info@compétitionhermès.com. Merci et à bientôt!